Merci, Madame la députée de Mercier. Donc, je reconnais maintenant Monsieur le député de Matane, Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Que retenir du projet de loi 23? D'abord, les paroles du premier ministre aujourd'hui qui a indiqué que tout au long de sa vie politique, l'éducation était sa priorité. Or, il se trouve que je peux confirmer à certaines époques que c'était le cas. Comme conseiller politique à son cabinet, j'ai été témoin du combat qu'il a mené pour aller chercher 1 milliard de dollars pour la jeunesse québécoise, face à son premier ministre. C'était spectaculaire, c'était nécessaire. Beaucoup de l'estime que j'ai gagnée du premier ministre, ça s'est passé là. C'était le sommet du Québec et de la jeunesse. 1 milliard de dollars. Le premier ministre Bouchard n'était pas heureux, mais le ministre avait fait sa bataille pour aller chercher l'argent qu'il avait besoin pour le réseau. Et depuis ce temps-là, ça m'apparaît comme étant une des opérations ministérielles les plus significatives de la vie politique que j'ai vues. J'ai vu aussi le ministre de l'Éducation s'émouvoir sincèrement du cas des enfants qui vivaient des difficultés dans des classes adaptées, qui manquaient de ressources. J'ai été témoin de ça. J'ai vu aussi sa volonté de faire de la reddition de comptes, sans même avoir une loi. Il accueillait 2 commissions scolaires les vendredis, puis leur poser des questions sur des indicateurs aussi. J'ai vu le ministre de l'Éducation, qui est le premier ministre maintenant, s'assurer que l'éducation soit un tremplin vers tous les rêves que les enfants avaient. Et j'ai vu ça avec beaucoup de bonheur, comme conseiller politique, je vous l'ai dit, comme président du Comité national des jeunes du Parti québécois, comme militant engagé dans le mouvement étudiant. J'ai vu ça. Et ça a été un grand ministre de l'Éducation, je peux vous en témoigner, et je le pense toujours aujourd'hui, très sincèrement. Le premier ministre a dit aujourd'hui que l'éducation, c'est toujours sa priorité. Alors, maintenant au pouvoir, maintenant premier ministre du Québec, il faut juger les œuvres. Et une des façons de juger de ça, c'est les gestes, les priorités, l'engagement financier, la réaction face aux situations qui se présentent à nous. La négociation dans le secteur public, à elle seule, tend à démontrer qu'il y a plusieurs enjeux qui sont soit ignorés, soit qui méritent une considération au plus haut niveau de l'État, qu'elle soit financière, qu'elle soit quant aux moyens. D'abord, les enseignants, les enseignantes, le personnel de souci. Aujourd'hui même, on apprend que sous ce gouvernement, dans les 4 dernières années, le nombre de démissionnaires a doublé. Que depuis 5 ans, sous ce gouvernement, 6 200 enseignants et enseignantes ont quitté la profession. Uniquement cette donnée-là devrait nous donner froid dans le dos. C'est un chantier tellement important de s'assurer que le corps professoral, formé, engagé dans les classes, d'abord soit heureux de pratiquer, soit en mesure de donner la pleine mesure de leur talent et de leurs compétences et ne quitte pas. Et cet enjeu, on a pu l'apprécier cet automne avec la rentrée scolaire. On a été capable d'identifier de façon très précise, en l'absence d'un institut, le nombre exact d'enseignants qui manquaient dans les classes. Quand le ministre nous dit qu'il a besoin de données précises, c'était très précis. Hein, on avait ça presque chaque jour. Donc, les enseignants et les enseignantes disent « ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'organisation scolaire. C'est une question de gestion de la classe, du plan de classe. C'est la reconnaissance de notre autonomie professionnelle, parce que c'est des professionnels. C'est le message qu'il passe présentement. Alors, le test de réalité pour qu'une personne ou une organisation indépendante et neutre puisse dire « c'est leur priorité », c'est maintenant. On n'y est pas encore arrivé, il n'y a pas encore eu de règlement, mais pour moi, c'est un test important, savoir si l'éducation est une priorité. Comment va se passer cette négociation? Est-ce qu'on va arriver à une entente ou est-ce qu'on finira ici très tard le soir dans un bail? Il y a aussi le législatif. Quel est le premier projet de loi qu'on décide de présenter qui va monopoliser les parlementaires et qui va faire en sorte qu'on envoie le message clair qu'on a réfléchi et de tous les enjeux qui nous ont été communiqués. Le ministre aime à dire qu'il a fait 50 écoles. Je ne sais pas quels critères guident sa visite des écoles, mais je suis assez convaincu que le personnel scolaire qu'il a rencontré ne lui ont pas dit en priorité « Vous savez ce qui manque?
puis je l'observe depuis longtemps, M. le ministre, puis je suis heureux que vous soyez ici pour vous le dire. Je pense que le ministre de l'Éducation devrait avoir davantage de pouvoir. Oui, vous. Et je pense après un institut qui va notamment régir notre autonomie professionnelle. Oui, bien sûr, il y a des plans d'intervention. Oui, bien sûr, il y a les conditions des enseignants. Oui, bien sûr, il y a le soutien à l'école publique. Mais vous savez quoi? Vous êtes exactement là où on vous attendait. Alors évidemment, j'ironise. Personne n'a dit ça au ministre dans les visites d'école. Et moi, je suis prêt à le tester avec lui dans une école de ma circonscription. Elles sont nombreuses, côté 9 et 10. J'ai jamais eu de visite du ministre de l'Éducation, mais je ne désespère pas. Et je lance le défi aux députés de sa formation politique. Combien d'entre eux vont célébrer sur les réseaux sociaux, dans les médias de leur circonscription, l'adoption d'un projet de loi 23 qui va venir concrètement aider à la réussite scolaire et à épauler les enseignants et les enseignantes? C'est ça la solution? Bien sûr que ça ne peut pas être la solution, mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? Je ne crois pas, M. le Président. Il y a 3 choix possibles. Quand le ministre est arrivé, quand le ministre s'est présenté pour ce parti, peut-être par distraction, il a omis d'indiquer les raisons fondamentales de son adhésion à cette formation politique. Je vais mettre ça sur le compte de la distraction. Quand il est arrivé à l'éducation, j'attendais impatiemment les valeurs, les mesures qu'il souhaitait mettre en place. Ça a pris un certain moment, mais il est arrivé avec 7 mesures. En ce qui me concerne, je ne suis pas un expert, mais j'ai un baccalauréat en enseignement. J'ai un brevet valide partout au Québec. Je suis fils d'enseignant. Je me intéresse à ces questions depuis longtemps. En ce qui me concerne, il y a des choses qui ne changent pas. La réussite scolaire de tous, ça devrait être la priorité. Tout le reste, c'est des moyens. La réussite scolaire, s'assurer que chacun des jeunes soit qualifié, soit socialisé dans le réseau scolaire, devienne un citoyen à part entière. Ça devrait être la priorité. Puis le reste, c'est des moyens. Alors, on commence par quoi? Le ministre a choisi, à travers la loi 23, de se donner un pouvoir important qu'il considère comme étant nécessaire pour obtenir des données, pour avoir une certaine autorité sur des décisions qui pourraient être prises et qui mériteraient d'être renversées. Quoique je vous indique qu'il a fait ça dans un centre de service scolaire où Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis la loi n'était pas adoptée. Alors, il a une certaine autorité, le ministre. Moi, si j'étais une direction de centre de service scolaire, j'étais interpellé par le ministre de l'Éducation, peux-tu vous dire que je ne m'astinerais pas? Surtout que ce n'est pas des élus. D'ailleurs, on avait des élus avant. Et là, je vais parler du mandat précédent. Pour le moins dire, les 4 années qui ont précédé l'arrivée du ministre ont été pénibles. Vous ne trouverez pas beaucoup de nostalgiques de l'époque où son prédécesseur était ministre. Je ne le dis pas pour l'accabler davantage, mais c'est vérifiable. C'est une donnée probante, je peux vous le dire. On s'est demandé, à travers la législation, quels sont les gestes qui allaient nous surprendre, qui allaient faire en sorte d'inscrire le gouvernement dans une pensée, dans une orientation. Et moi, je suis de ceux qui s'intéressent beaucoup à ces questions, que ce soit les lettres que le premier ministre signe pour les ministres ou les orientations qu'on donne pour un mandat. Ça m'intéresse pour vrai depuis très longtemps, ces questions-là. Et je me suis dit, bien, il va nous surprendre, parce que je me souviens dans l'opposition de ce que le premier ministre disait sur le soutien aux enfants, sur les ressources manquantes. En fait, tout ce qu'il disait, maintenant, il combat. Notamment quand il dit, pas tellement loin d'ici, juste là, que les enseignants de l'Ontario, ils gagnent plus cher que les enseignants du Québec. Maintenant, à travers une infographie partagée par la présidente du Conseil du Trésor, on dit non, c'est pas vrai. Quand même des limites. Moi, je ne suis pas un fédéraliste. Mais si j'étais fédéraliste comme le ministre, je dirais, bien, je vais me comparer puis je vais avoir les vraies données. On va se comparer avec l'Ontario. Ça semble un projet de société maintenant de se comparer avec l'Ontario. Alors, comparons les données. C'est un nouvel étalon de comparaison, l'Ontario. Alors oui, il gagne plus cher. Alors, si on veut, en toutes circonstances, suivre l'Ontario comme étant une étoile qu'il faut suivre, bien, regardons comme il faut les chiffres. Demain matin, je pense que les enseignants et enseignantes du Québec signeraient pour les mêmes conditions qu'en Ontario. Parlez-en aux enseignants et enseignantes de l'Outaouais, par exemple, où la proximité de
frontière fait en sorte que c'est drôlement tentant. Moi, dans ma formation universitaire, le nombre de mes anciens collègues qui sont maintenant en Ontario est important. En Alberta aussi, où j'enseigne le français. Les conditions sont meilleures. Ce n'est pas le seul critère. Il y a le goût de l'aventure aussi, de vivre d'autres choses. C'est quand même une donnée importante. Donc, dans les 4 ans, 2018-2022, je me suis dit, sur quoi le gouvernement va aller? Surprenez-moi. Ils m'ont surpris. Les maternelles 4 ans, ni souhaitable, ni réalisable, ni demandé. Ils l'ont fait. Ils y croyaient. Le premier ministre s'est fait demander si vous aviez un seul enjeu pour lequel vous pourriez mettre votre siège en jeu, c'est lequel? C'était les maternelles 4 ans. Il l'a dit, il l'a fait, finalement, on a décidé d'arrêter parce que c'était pas faisable. On avait un réseau de CPE qui faisait quand même beaucoup de choses importantes, puis on aurait pu mettre davantage de ressources dans les écoles, mais c'était une question vraiment, ça, là-dessus, il y avait une pensée, puis ils croyaient. Moi, j'y croyais pas, mais eux, ils croyaient, puis ils l'ont essayé, puis ils l'ont arrêté. Mais il y a eu autre chose, il y a eu une structure. Alors, à travers la loi, c'est la loi 40, je pense, ils ont aboli les commissions scolaires pour créer les centres administratifs scolaires. Et un des projets phares, c'était d'abolir les fonctions de commissaires. Ces gens-là, qu'on connaissait tous, qui étaient dans nos milieux, qui s'engageaient de bon cœur, pas pour l'argent, là, en éducation, parce que ça les intéressait. On a éliminé toutes ces personnes-là, sauf du côté anglophone. Pour les anglophones, ayez vos élus, vous les méritez. Les francophones, on vous enlève ça. C'est ça qui est arrivé. Alors moi, j'ai plus d'interlocuteurs élus. C'est le choix du gouvernement. On a changé le papier à lettres. Et là, le gouvernement, à travers sa loi, va combattre sa propre créature du gouvernement précédent. Il va pouvoir nommer et dégommer une direction de centre de services scolaires. Tout ça pour ça. Alors, après tout ça, je me suis dit, l'arrivée d'un ministre qui est un volontariste, ce qui est une immense qualité en ce qui me concerne. Quand je dis que quelqu'un est un volontariste, c'est il y a ça, on le fait. On a les moyens, on prend les moyens, ça n'a jamais été fait, on va le faire. Je trouve que c'était prometteur. Je me suis dit, le ministre, pas quitter la radio pour être passif, là, il va être volontaire. Et je me suis posé la question, qui est arrivé avec l'idée du projet de loi 23? Alors, j'ai un choix de réponse. Le comité des 8, dont on a appris l'existence par une journaliste. À titre préventif, est-ce que le mot politburo est possible d'être prononcé ici? Si c'est le cas, vous m'arrêterez, vous me reviendrez, OK? Ça s'apparente à un politburo. Dans ce sens-là, pour quelqu'un qui étudie l'histoire comme moi. Alors, 8 personnes, un conseil de sages. Tiens, je vais utiliser l'image d'aujourd'hui. Conseil le ministre. On ne savait pas c'était qui, mais ils sont là, à quelque part, tapis dans l'ombre. Est-ce que c'est le bureau du premier ministre ou est-ce que c'est le ministre lui-même? Si ce n'est pas le ministre lui-même, déjà, ça me rassure. Mais pas longtemps, parce que je suis étonné qu'il ait accepté la recommandation qui vient soit du comité des 8, soit du bureau du premier ministre. Dans tous les cas, je trouve que c'est un échec. Je trouve que déjà d'avoir ce projet de loi pour l'ampleur des problèmes qu'on a, tend à démontrer que le réflexe prioritaire ne devrait pas être ça. Je ne suis même pas convaincu qu'on avait besoin d'une loi pour atteindre les objectifs que le ministre voulait atteindre, qui sont légitimes. Mais dans le réseau d'éducation, il me semble, parce qu'en santé, on fait l'inverse, on ramène de l'administration dans les milieux, sur les territoires des CI3S, parce que le Parti libéral avait mis fin à ça. Donc, on reprend ce mouvement-là. Puis, en éducation, on fait le mouvement inverse. Ça va être le ministre qui va gérer ça. Évidemment, il y a un ministre présentement, il y en aura d'autres après. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui décide de nommer des gens selon des critères qui lui appartiennent. Quelqu'un qui nomme des gens pour qui il y a une entière confiance parce qu'il les connaît bien, qui répondent à un type d'attitude, un courant de pensée en éducation, ça existe. Ça peut être particulier, ça.
Alors, moi, je suis d'avis que d'intervenir dans des cas où vraiment c'est très, très problématique, rapidement, oui. Mais je considère que le ministre a une autorité morale importante. Puis je vous le répète, là, un ministre de l'Éducation qui décide de mettre fin à une situation, ça bouge au 16e étage de l'édifice G. D'ailleurs, le ministre a démontré. Sur la question de la prière à l'école. Vous vous souvenez, on est intervenu et on a dit il faut envoyer un message clair. Le ministre a été saisi de ça. Sa première réaction, ce n'était pas celle auquel je m'attendais. Ensuite, il a envoyé, c'est pas une formulaire, c'est une consigne, une lettre circulaire. Il a envoyé une consigne très claire. D'ailleurs, c'est dans les prochains jours, c'est le 30 décembre, je pense. Il n'y en aura plus. Le ministre a tranché, il envoie sa consigne. Vous contesterez si vous voulez, mais l'État du Québec a tranché. Moi, ça, j'aime ça. Et ça pourrait être une décision avec laquelle je ne suis pas en accord. Mais que le ministre, de son autorité, pas un roi, un gestionnaire, décide de prendre une décision comme celle-là, moi, je trouve que c'est correct. Il le fait dans d'autres domaines également. Je trouve que c'est correct aussi. Il a une autorité morale. Le ministère de l'Éducation, c'est pas rien. Hein? De Paul Gérin-Lajoie jusqu'à aujourd'hui, c'est un ministère très prestigieux parce que les enjeux qui s'y discutent c'est l'éducation nationale, c'est le ministère qui nous élève à travers la formation. C'est fantastique, le ministère de l'Éducation. C'est un peu galvaudé de dire tout le temps que c'est le plus beau ministère, mais c'est un ministère très stimulant au plan intellectuel, au plan de ce qu'on veut faire pour une société. Alors, quand on demande à des gens qui ont une grande carrière en politique, quel est le ministère qu'ils ont préféré, le premier ministre va souvent dire l'éducation. Le premier ministre Marois va dire l'éducation. Et d'autres aussi. Un député pour qui j'ai énormément d'estime, qui s'appelle Sébastien Prou, qui a été député à l'Assemblée nationale, pour moi, était un des très grands ministres de l'Éducation des 30 dernières années. Il était bien parti, je le voyais faire, le volontarisme, puis une certaine idée du bien commun. Alors, on fait ça comment? On regarde la latitude que le premier ministre ou le gouvernement nous donne, les moyens à notre disposition. On va au plus vite, puis on essaie de remporter des batailles pour en faire davantage. Moi, c'est comme ça que je vois le rôle du ministre de l'Éducation. C'est comme ça que le premier ministre a abordé son mandat, un peu candidement à l'époque, par manque d'expérience, mais il l'a fait avec une telle ferveur que j'aimerais qu'elle puisse animer le ministre. Une ministre qui couvrait probablement, peut-être à l'international à ce moment-là, la politique. C'est très bien que ce genre de ministre-là qui mène des batailles, les réseaux les apprécient, ils les respectent beaucoup, parce qu'ils sont d'abord avec eux. Ils n'ont pas besoin d'être dans une manifestation, puis de se dire, si on est là, ils vont tous être avec nous. D'ailleurs, nous, on ne fonctionne pas comme ça au Parti québécois. Une autre formation politique fonctionne comme ça. Moi, je pense que les gens sont capables de juger de la sincérité de notre engagement, qui est détaché du gain électoral, et d'avoir toujours le même discours en privé ou en public. C'est comme ça que... Alors, ce projet de loi-là, il va être adopté parce que le gouvernement est majoritaire. Des fois, les gens nous disent « Oui, mais faites de quoi pour empêcher ça? » Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Proposer un amendement. Ils peuvent refuser. Ils sont majoritaires. Mais comment ça? Je n'ai pas voté pour eux autres. Mais d'autres l'ont fait. Ça se corrige. On aura un projet de loi qui sera adopté par une formation politique qui ne représente aujourd'hui, dans l'opinion publique, même pas le tiers de l'électorat. Qu'on en saura plus demain. Le Parti libéral du Québec est contre, il a ses raisons. Québec solidaire est contre, il a ses raisons, et nous avons nos raisons. Ça peut être utile, l'Institut, mais là, il y a pas mal de monde qui connaissent ça, beaucoup plus que moi, puis beaucoup plus que le ministre, qui nous disent qu'on ne va pas dans la bonne direction. Alors, j'espère qu'on a des gens solides qui nous disent, qui n'ont aucun lien avec le ministère de l'Éducation, qui ne sont pas sur un comité, qui ne sont pas rémunérés, qui sont capables de balancer, mais je pense pas. J'ai pas mal tout lu ce qui s'est dit. C'est lourd, là. Tu as les facultés d'éducation qui disent c'est pas la bonne chose à faire. Tu as les enseignants qui disent c'est pas la bonne chose à faire. Tu as à peu près tous les observateurs qui disent je comprends ce que vous voulez faire, mais vous ne pouvez pas commencer votre mandat avec ça parce que là, le réseau ne vous suivra pas. C'est important que les réseaux sentent que leur champion, là, c'est leur ministre, qui va mener des batailles pour eux. Et c'est ça le propre, je pense, des ministres qui, dans le temps, marquent l'imaginaire.
parce qu'ils se sont battus et ont laissé quelque chose de tangible. Ça peut être une loi, ça peut être le financement pour une initiative qui est parfois méconnue, mais moi, je crois beaucoup à ça. Alors, on va voter contre l'adoption du projet de loi 23. C'est la démonstration que c'est comme s'il y avait une préoccupation qui était parallèle à l'actualité que tout le monde voit. La mobilisation du mouvement syndical. Puis d'ailleurs, réglons cette question-là une fois pour toutes. Là. Je sais très bien comment fonctionnent là, les communications du bureau du premier ministre. Là. Quand on dit syndicat, là, on pourrait remplacer ça par les travailleurs et les travailleuses. Un syndicat, c'est une organisation qui regroupe des travailleurs et des travailleuses. Bien sûr, il y a des représentants, il y a des mandats. Les gens votent, puis ils sont avec eux. J'ai regardé les mandats, ils sont pas mal avec leurs représentants syndicaux. C'est eux qui ont donné les mandats. Moi aussi, j'étais présent sur des lignes de piquetage. J'en ai fait plusieurs. Je l'ai fait à Montréal, je l'ai fait à Rimouski, je l'ai fait à Matane. Je les écoute, sont mobilisés et eux pour beaucoup. Parce qu'ils se disent, il y a un coût à payer, soit qu'on n'a pas de fonds de grève, ou soit qu'il fait froid, ou soit qu'on a peur de perdre notre bataille. Hein. Il y a ça aussi. Les batailles qu'on mène, des fois, on peut les perdre, on peut avoir cette peur-là, mais ils n'ont pas peur de perdre la bataille. Il y a des gens qui ne sont pas syndiqués qui les appuient, puis ils sentent qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Je n'irais pas jusqu'à dire le bon côté de l'histoire, mais je dirais que mutuellement, l'État qui est nous, notre capacité de payer, et les employés de l'État, qui sont nous aussi, sont capables de trouver le bon équilibre. C'est un investissement. Parce que l'employé que tu as, qui ne quitte pas, il vaut une fortune. Parce qu'il est formé, parce qu'il a une connaissance, parce qu'il est motivé. Si on finit la session parlementaire avec un bon règlement, je veux parler du monde de l'éducation, ça sera le plus gros gain pour le ministre et pour nous tous. Et je l'encourage à participer aux échanges pour trouver une solution satisfaisante. Et je sais qu'il peut y contribuer avec son intelligence, il est capable d'analyser ces situations-là. Il faut qu'il réussisse. Moi, je ne souhaite pas qu'on se plante, je souhaite qu'on réussisse. Quel gain j'aurais là-dedans, moi? Qu'est-ce que ça rapporterait aux enfants? Il faut qu'ils réussissent. Il faut que les deux parties négociantes réussissent. Ça, c'est mon souhait. Alors, on a encore du temps pour y arriver, mais si on arrive avec une entente qui ne force pas à aller en loi spéciale, tout ça, ou à décaler, ça va être fantastique. Ça va être le plus beau coup en éducation de l'année, selon moi, puis ça va être durable. Ça ne réglera pas tout, mais ça va être une partie importante. Puis après, il va rester d'autres choses. Il reste quand même quelques années au mandat. J'aurais aimé qu'on parle, on appelle ça l'école à 3 vitesses. C'est vrai. Moi, je suis allé à l'école publique. Je suis fils d'un enseignant de l'école publique. De toute façon, il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas d'école privée dans ma région. Fait que c'est pas comme si on avait le choix. J'étais allé à l'école publique. J'ai beaucoup fait de compétitions contre des écoles privées, dans Génie en herbe, entre autres, qui avaient beaucoup plus de ressources que nous. Puis je voyais que ça avait beaucoup de ressources, mais j'étais très attaché à mon école. Puis avec le temps, puis peut-être parce que j'avais une conscience sociale qui était plus aiguisée, déjà très jeune que la moyenne de mes collègues, je réalisais que il y avait quelque chose d'important à l'effet que l'école publique réussisse pour tout le monde. Puis si l'école publique était plus capable de réussir, c'est comme si on abandonnait une des grandes responsabilités de l'État. Donc l'école publique, elle souffre. Si le ministre pouvait me garantir que sans toucher à l'école privée, on est capable d'augmenter de façon considérable le financement et les chances de réussir, peut-être que ça règle une partie du débat, mais ce n'est pas ce qui se passe présentement. Il y a des écoles privées qui sont fréquentées parce que les enfants et leurs parents considèrent qu'ils ont des meilleures chances de réussir. D'accord? Qu'il y a des programmes stimulants en sciences, en culture, en sport. Il y a aussi une troisième catégorie qu'on nomme jamais. C'est les parents qui choisissent un peu d'acheter un nom comme on achète une marque. C'est mieux pour son avenir s'il est formé à Brébeuf que s'il est formé à telle école secondaire de Montréal. Je vais en nommer une où j'ai enseigné qui s'appelle l'école Georges Vanier à Villeray. Je vais prendre cet exemple-là. Une école qui vit de la violence que vous connaissez, Monsieur le Président. Ça pourrait être des écoles de votre comté, ça pourrait être Calixa-la-Vallée, Lucien-Pagé, on peut toutes les nommer dans ce secteur-là. Si on a les moyens, puis des fois les parents n'ont pas les moyens, mais vont vraiment
faire des sacrifices pour y arriver. Ils vont aller à l'école privée, ils vont arrêter de faire le débat, puis ils vont dire, au moins mes enfants vont avoir une formation très correcte, de qualité, et aussi, sur leur CV, ils vont faire partie d'un réseau social. Je ne veux pas accabler Brébeuf, je pourrais donner d'autres exemples. Les Judith de Rosemont, des grandes institutions. Mais j'aimerais, moi, que tous les enfants aient accès à ces mêmes ressources. On a inauguré une commission scolaire... j'ai une commission scolaire anglophone dans ma circonscription. Greater Québec. Une école de 10 millions de dollars. D'accord? La plus belle école que j'ai vue. Même pas avant les lab-écoles. C'est le collègue ministre, député à Laval, j'ai envie de le nommer par son prénom parce que je le connais bien, qui est venu l'inaugurer au début du premier mandat de la CAQ. Puis là, je réalise toutes les ressources qu'il y a, puis les laboratoires, puis la vue. Puis... Quand je suis sorti de là, je pleurais. J'étais content pour les enfants qui y allaient, mais je me suis dit, les autres enfants vont savoir qu'elle existe, cette école-là. Le petit village de Les Boules, dans la municipalité de Métis-sur-Mer. Ils vont savoir qu'elle existe, cette école-là, puis ils vont vouloir avoir une école comme celle-là. C'est ça qui me touche beaucoup. Je veux que les enfants aient les mêmes chances, qu'il y ait une belle école, un beau gymnase, une belle cour d'école, des livres. Je veux qu'il y ait des enseignants qui ont du temps avec eux autres. C'est utopique de penser ça, mais ça fait toute la différence dans la vie d'un enfant. Donc, je souhaite pour l'autre versant du mandat qu'on soit davantage là-dedans. Évidemment, le ministre pourrait me dire, oui, mais on a investi des montants considérables pour refaire les écoles, même construire les écoles. J'ai vu ça. Moi, je suis dans une circonscription où on ne bâtit pas d'écoles. On ferme des écoles. Il y en a des écoles des années 50 qui méritent énormément de travaux. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour faire ça. Moi, je n'aurais pas un lab-école à mon comté. Il n'y en aura pas. Je ne veux pas de maison des aînés non plus. On fera d'autres choses. Je n'en demande pas non plus. Je demande qu'on finance correctement ce qu'on a pour donner les mêmes chances à tout le monde. C'est un chantier comme celui-là, j'embarque. Un chantier où je suis capable de plaider avec mon ancien collègue que d'investir des ressources pour nourrir les enfants le matin, indifféremment de leurs conditions, pour ne pas ostraciser les plus pauvres, comme il se fait dans plusieurs États américains, notamment le Wisconsin, je suis prêt à aller plaider ça avec le ministre. De lui donner des arguments pour convaincre qu'il faut convaincre. Les fondamentaux, se nourrir, une belle école, des enseignants motivés, une école qui s'adapte aux nouvelles réalités, une école qui, au sacrilège, est capable de dire que oui, c'est différent avec les garçons. Je ne sais pas si je suis encore correct de dire ça, là. Je vais le dire pareil. Il y a un enjeu. D'ailleurs, le ministre des Finances l'a dit dans sa mise à jour économique. Il a dit « Je suis préoccupé par la diplomation des garçons. » C'est un enjeu. L'école bouge. Je suis très critique à l'égard des lab-écoles parce qu'ils coûtent cher. Mais les trois qui sont là, c'est trois amis. Je les connais, j'ai jasé beaucoup avec eux. Ce qu'ils sont en train de faire est fantastique. Ils ont adapté l'école à l'attention, à la vie d'un jeune pour le stimuler et pour faire en sorte que, quand il est à l'école, cet enfant-là, il a un sentiment d'appartenance. Il y a une école à Montréal, j'oublie son nom, mais pas tellement loin de lorsqu'on va vers le pont Jacques-Cartier. C'est une des écoles qui était la plus mal en point à Montréal. Et un jour, la CSDM a décidé de mettre des ressources importantes pour la peinturer, pour mettre des équipements et tout ça. Puis vous savez ce qui est arrivé? Les enfants se sont dit, on veut rester dans cette école-là, c'est encore mieux que chez nous. Fait qu'ils restaient après l'école. Puis tant qu'à être là, ils faisaient des devoirs et tout ça. Ils disaient, puis c'est triste aussi de le dire, mais c'est plus beau et stimulant que de retourner chez nous, dans un petit appartement. J'aime ça être à l'école. C'est beau, puis on fait du sport. Puis les enfants restaient jusqu'à 16h, 17h, 18h, 19h. Et les parents savaient tout. Monsieur le député de Matapédia, est-ce que vous souhaitez poursuivre votre intervention à la reprise des travaux? Oui. Parfait. Alors, compte tenu de l'heure et conformément au consentement obtenu plus tôt aujourd'hui, les travaux sont ajournés au mercredi 6 décembre 2023 à 9h40.